tous. Merci de bien vouloir prendre place. C'est la dernière session, vous le savez, de ces rencontres économiques du Cercle des économistes. Le thème qui va nous occuper pendant une petite heure, c'est réparer la société ensemble. Après quoi, il y aura bien sûr, c'est la tradition, la déclaration finale, les conclusions du Cercle des économistes et la déclaration finale, bien entendu. Je vous demande, pour des raisons que vous imaginez, de porter le masque. Nous en sommes dispensés pour faciliter votre compréhension des débats, bien sûr, mais pour ce qui est de votre cas, il faut vraiment le porter. Merci par avance. Cette table ronde se déroule de façon très classique. On va entendre tout d'abord Françoise Benamou, qui est coprésidente du Cercle des économistes, qui va cadrer un peu le débat. Et puis après, chacun de nos intervenants va parler 6 minutes, et puis il y aura ensuite bien sûr un temps d'échange et de débat entre eux et entre vous et eux. Je vous les présente très rapidement, nos intervenants. Avec nous, mais à distance, une économiste éminente, Esther Duflo, qui est professeure au MIT, bien sûr aux États-Unis, à Boston, et qui est aussi, tout le monde le sait, prix Nobel d'économie en 2019. À mes côtés, une femme politique, Valérie Rabault, qui est députée et présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. À ses côtés, une femme politique encore, ministre, Elisabeth Moreno, qui est ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, chargée également de la diversité et de l'égalité des chances. Puis Floria Gebali, qui est entrepreneuse, présidente et fondatrice de l'agence Coalition. Véronique Fayet, ensuite, qui est une militante et qui est présidente d'une association caritative éminente aussi, le Secours catholique. Pierre-André de Chalandard, un industriel qui est PDG du groupe Saint-Gobain. C'est un des plus gros groupes industriels français. Et puis, bien sûr, à l'autre extrémité, Françoise Benamou, coprésidente du Cercle. Françoise, je te cède la parole pour introduire nos débats. Merci François, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors la pandémie est survenue alors même que notre pays venait de traverser une double crise sociale très grave. La première fut celle des Gilets jaunes, et puis s'est jouée ensuite celle de la réforme des retraites sur laquelle il y a eu nombre d'incompréhensions et dont le dossier, encore explosif, reste à l'agenda, même si Bruno Le Maire n'a pas voulu nous dévoiler la date précise à laquelle il ressortira. Alors, une réforme qui posait la question bien plus large de la justice intergénérationnelle, on pourrait dire en d'autres termes du passage de témoins entre les générations. Question qui fut au cœur de la pandémie, bien entendu, avec des jeunes empêchés de sortir, étudiant dans des conditions dégradées, inquiets quant à leur avenir. Alors, la reprise, notamment celle de l'emploi, est forte et bien plus forte qu'attendue. Mais elle se fait sur un fond d'inquiétude aux multiples visages. Des inquiétudes qui seront au cœur du débat, qui se prépare dans le cadre évidemment de la prochaine élection présidentielle. Alors quelles sont ces inquiétudes? C'est l'inquiétude sanitaire évidemment, avec des variants dont on aimerait croire qu'ils sont les derniers, mais le seront-ils? C'est l'inquiétude environnementale, nous en avons largement parlé tout au long de ces 2 derniers jours. C'est l'inquiétude devant la sortie du quoi qu'il en coûte, du chômage partiel et des aides et des prêts aux entreprises au titre de leur arrêt d'activité. Une inquiétude qui questionne à la fois le juste rôle de l'État et la définition de ce que doit être un État épris de justice. C'est encore l'inquiétude autour du triptyque sécurité, immigration, laïcité, dont je crains qu'il soit au cœur de la prochaine campagne présidentielle. Alors tout au long de la crise, des lignes de fracture sont apparues, ou du moins se sont amplifiées. Quelles sont-elles? Alors je pense aux clivages territoriaux, comment mieux irriguer les territoires du point de vue de leur industrialisation, de l'équipement télécom, de l'accès aux services publics. Je pense aux jeunes, j'en ai déjà parlé, mais je crois qu'il faut insister. Faut-il un revenu universel pour les jeunes? Je pense aux femmes, bien entendu, qui ont été dans des secteurs d'activité particulièrement impactés par la crise, qui ont été souvent en première ligne, comme on a dit, et dont les salaires devraient être revus à la hausse. Je pense aux travailleurs des plateformes et à la question de la protection sociale qui leur est due. Je pense aussi au télétravail qui crée une fracture nouvelle ou plus intense encore entre ceux
qui pourront continuer d'en bénéficier une partie au moins de leur temps de travail et qui de ce fait pourront se loger autrement, peut-être mieux, et puis ceux qui en seront exclus. Cela peut créer aussi de nouvelles concurrences avec des travailleurs vivant dans des pays à moindre coût et à moindre niveau de vie. Alors pour que la reprise se déploie durablement et nous permette d'atteindre les objectifs que nous avons dessinés tout au long de ces 2 journées, que ce soit en matière d'innovation, en matière d'industrialisation, en matière d'emploi, etc., il faut que ces fractures s'estompent, j'ose pas dire disparaissent, grâce à des mesures adéquates. La violence peut en effet ressurgir quand on néglige ces mesures et que le débat démocratique ne tient pas ses promesses. Or, le numérique, par exemple, et son cortège d'innovations renvoient à une question essentielle. Comment entrer pleinement dans une civilisation numérique tout en demeurant dans une société démocratique? Une partie de la réponse se situe dans l'éducation tout au long de la vie, une autre dans le réenchantement de la démocratie par des formes nouvelles de participation, comme cela a pu être testé à propos du climat, ou encore par un débat éclairé, par des faits, par des données, par des analyses qui soient étayées, et sur ce point, notre responsabilité, que ce soit d'économistes, de chefs d'entreprise, et chacun à sa place, notre responsabilité est immense. Alors un dernier point encore, un critique qui lui demandait pourquoi il peignait des hommes et des femmes avec un œil fermé et un œil ouvert. Vous connaissez peut-être cette réponse de Modigliani. Il répondit, mais avec un œil, il regarde le monde, et avec l'autre œil, il regarde au fond de lui-même. Et dans le fond, la France est dans cette dualité. Avec un œil, il faut travailler sur ces fractures. J'ai évoqué réparer la France et la réparer ensemble, et c'est de ce dont nous allons parler. Mais c'est vrai qu'avec l'autre œil, il faut regarder l'Europe, il faut regarder le monde, il faut se poser la question des solidarités. On ne vaincra pas la pandémie, par exemple, tout seul, et sans que les pays pauvres soient vaccinés. Et c'est aussi de cela que nous allons parler. Je vous remercie. Merci Françoise d'avoir ainsi cadré nos débats. Je me tourne tout de suite vers de l'autre côté de l'Atlantique. Nous allons nous téléporter dans la région de Boston. Et c'est Esther Duflo qui va nous parler. Esther Duflo, vous êtes une économiste éminente et vous avez travaillé beaucoup sur la question de pauvreté. On le sait, c'est à ce titre-là d'ailleurs que, notamment, que vous avez obtenu votre prix Nobel d'économie. La solidarité, la réparation au plan international, elle s'exerce, bien sûr, c'est l'actualité sanitaire qui nous l'impose, sur des considérations vaccinales, mais aussi avec la réorientation des flux financiers. À vous. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai entendu dire que le temps à Aix n'était pas celui auquel vous aviez normalement le droit, et j'en suis désolée. C'est vrai. Effectivement, merci Françoise Benamou, merci François Langlais d'avoir élargi un tout petit peu le thème de la session au-delà de réparer la société française, parce que je pense que où on en est aujourd'hui, à l'endroit où nous en sommes aujourd'hui dans le monde, penser à réparer la société française sans penser à son intégration dans le reste du monde est finalement probablement quelque chose qui nous emmène vers une impasse dont il sera très difficile de sortir. La tragédie de la Covid-19 aurait pu être le moment où le monde occidental aurait pris ses responsabilités face au reste du monde. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit. Dès le début de la pandémie, les pays du G7, les pays du G20 ont perdu une occasion d'agir de manière décisive sur 2 tableaux. D'une part, dans la course à la production vaccinale, il y a eu de très bonnes décisions comme celle, par exemple, d'investir des capitaux dans des vaccins qui n'étaient pas encore, dans la production de vaccins qui n'étaient pas encore approuvés, d'où la production très rapide et en grand nombre des vaccins Pfizer et Moderna, qui étaient non seulement pas approuvés, mais complètement expérimentaux. Donc là, il y a eu un pari, et un pari qui a payé de manière formidable pour les pays riches, mais il n'a pas payé pour les pays pauvres parce que avec cette décision, et on en parle moins, il y a eu la décision de produire suffisamment de vaccins pour les pays riches. C'est comme si on avait construit une usine avec des tuyaux qui étaient, dès le début, pas suffisamment larges pour le monde dans son ensemble.
Or, dès ce moment-là, on pouvait faire le calcul que le rapport à la fois en termes économiques et en termes évidemment de vie humaine entre le coût d'investir dans ces usines de production suffisamment pour vacciner le reste du monde et ne pas le faire serait phénoménal. Mais sans que c'est la première erreur qui a été faite très tôt dans la pandémie sous l'administration Trump. La deuxième erreur qui a été faite très tôt dans la pandémie, c'est de ne faire aucun effort réel de solidarité internationale du point de vue financier. Il y a eu quelques lignes de crédit données en plus par le FMI, il y a eu quelques dons de la Banque mondiale et de l'Union européenne, un rééchelonnement des paiements de l'emprunt, mais c'est tout. Finalement, on n'est pas du tout allé au-delà de l'ordinaire dans l'aide financière. Alors que, donc, au même moment où nous utilisions nos capacités à emprunter et à dépenser de manière quasiment infinie pour financer le quoi qu'il en coûte dans les pays riches, le résultat, c'est que les pays riches ont pu dépenser à peu près 20% de leur PIB en mesure fiscale de supplément, alors que les pays les plus pauvres ont dépensé 2% de ce PIB. Résultat, les coûts humains non pas de la pandémie elle-même, qui dans la première vague était surtout dans les pays riches, mais des confinements qui étaient nécessaires pour éviter son passage dans les pays pauvres, ont été tellement énormes que quand les vagues suivantes sont arrivées, c'était simplement pas possible, humainement, psychologiquement, politiquement, pour les pays pauvres, de refaire la même chose. Et donc c'est comme ça qu'en Inde, ce qui correspondait à la deuxième vague en Inde, au printemps, s'est trouvé absolument catastrophique parce qu'il a été impossible pour le gouvernement indien de dépenser, d'autoriser très rapidement ou de mandater très rapidement les confinements qu'il aurait limités. On aurait pu penser que c'était des erreurs en quelque sorte de début parce que la pandémie était complètement inconnue, quelque chose de complètement nouveau, tout le monde était paralysé, comme les Américains disent, comme un cerf qui a les phares de voiture dans les yeux, et que les choses s'arrangeraient quand la panique initiale subsiderait. Mais ça ne s'est pas produit comme ça. Aujourd'hui, il n'y a que 1% des gens qui ont reçu une première dose de vaccin dans les pays les plus pauvres. Au moment même où la deuxième vague d'Inde, qui est en train de s'atténuer, a fait place à une énorme vague dans les pays africains. Or, les occasions manquées de remédier à cette situation se multiplient. D'abord, il y a eu le rapport du FMI qui chiffrait le coût de vacciner 40% des gens en 2021 de la population mondiale et 60% en 2022 à 50 milliards de dollars, alors que le bénéfice économique pour le monde serait de 9 trillions de dollars. Ce rapport a été adopté par les organisations internationales, mais n'a pas été suivi. Et en particulier, deuxième occasion manquée, le G7. Rien de concret ne s'est produit au sommet du G7, à part une promesse de 870 millions de doses qui nous a été annoncée en fanfare, dont seulement la moitié seront données d'ici la fin de 2021. Je vous rappelle qu'il faudrait 10 milliards de doses, donc un peu plus de 10 fois ce nombre, pour vacciner 60% de la population mondiale. Donc on est très, très, très loin du compte. Pardonnez-moi Esther, le temps tourne, je suis désolé de vous interrompre, mais... J'arriverai à 6 minutes, ne vous inquiétez pas. Au moment où c'est... au moment où on a choisi de ne pas faire ce qu'il aurait fallu faire pendant le G7, on a une vague qui est passée de l'Inde en Afrique avec une augmentation de 40% toutes les 2 semaines des cas en Afrique. Or, ça aussi, c'était visible à l'avance, et la solidarité financière qui aurait permis aux pays africains de faire face à cette crise en mettant des confinements en place, par exemple, n'a pas eu lieu non plus. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est vraiment très étonnant, parce qu'il y a un argument économique, il y a un argument humanitaire, il y a un argument de santé, évidemment, et il y a aussi un argument de diplomatie, simplement. En général, c'est très difficile d'être solidaire dans le développement des pays pauvres, parce que ce sont des problèmes compliqués. Mais vacciner, en fait, c'est un problème relativement simple.
un problème d'argent, un problème de logistique, mais des problèmes qui sont parfaitement surmontables. C'est très étonnant pour moi, dans la carrière que j'ai eue de développement, de me trouver dans une situation où tout le monde répète les bonnes choses sans vraiment faire quelque chose de concret qui pourrait changer la situation. Et pour cette raison, je suis très inquiète pour la coopération future entre les nations du monde, en particulier sur les problèmes du climat qui vont se poser dès la COP26, au-delà même de la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Esther Duflo. J'espère que vous l'entendez, vous avez été applaudi vigoureusement, chaleureusement. Votre plaidoyer a été entendu. Valérie Rabault, je me tourne vers vous. Maintenant, je le disais, vous êtes députée socialiste. Pour réparer la société, il faut d'abord faire un constat, s'entendre sur un constat, mesurer les choses de façon objective, j'allais dire scientifique. Comment faire à l'heure où les croyances se substituent bien souvent aux connaissances, comme on en a à plusieurs reprises parlé dans la matinée? Oui, bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors je vais prendre le point de vue de la France et je vais pas. Esther a eu raison de se dire qu'on se positionne dans un espace beaucoup plus large, mais je vais me concentrer sur la France. Je sors, comme plusieurs, peut-être pas parmi vous, mais en tout cas plusieurs personnes, d'une campagne électorale pour des élections départementales, donc c'est vraiment du terrain. Et ce que j'ai constaté, c'est l'indifférence que nous avons vue dans l'abstention massive et qui est assez inouïe dans notre pays pour des élections régionales et départementales, même si ce ne sont pas celles qui attirent le plus les électeurs, c'est une indifférence. C'est-à-dire qu'on ne vous engueule pas, on ne vous critique pas, on ne vous pose pas de questions, c'est l'indifférence. Et l'indifférence, c'est ce qu'il y a de pire dans une société, parce que c'est ce qui casse tout le ciment d'une société. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et pourquoi cette indifférence existe? Je n'aurai sans doute pas toutes les réponses, mais moi j'ai décidé de prendre un parti pris qui se porte sur les sciences, sur notre capacité ingénieurale, je ne sais pas comment il faut l'appeler, et qui a été, à mon avis, mise à mal depuis plusieurs années. Quand vous allez sur le site de l'INA, vous pouvez regarder des journaux télévisés du 20h dans les années 60. Il y a des micro-trottoirs qui se passent et on interroge les Français sur le progrès, et tous les Français répondent sur le progrès. Je pense que si on faisait le même exercice aujourd'hui, la notion de progrès est abîmée. Alors, je ne sais pas si on peut la réparer, mais en tout cas, elle est largement abîmée. Et donc, du coup, la question, alors vous allez me dire, progrès, c'est un mot un peu qu'on utilise à toutes les sauces, certes, mais c'est un mot qui porte beaucoup de choses en lui. Et pour moi, le progrès scientifique, c'est ce qui a été à la clé du progrès social, du progrès économique, du progrès sociétal. Ça constitue une force d'entraînement d'une puissance phénoménale. Il y a un historien qui a écrit un livre sur les sciences et la révolution et qui dit ceci: sans les sciences, la révolution n'aurait pas été ce grand mouvement de bouleversement et d'innovation et d'invention de nouvelles sociétés pour notre pays. Eh bien, c'est la même chose. Et aujourd'hui, on est face à un doute face aux sciences, un doute face à nous-mêmes, un doute face à une perte de fierté. Une société qui perd sa fierté, c'est une société qui devient indifférente à un projet collectif. Et moi, j'aimerais que cette fierté puisse être retrouvée. On est dans un pays, on a rencontré beaucoup, et je remercie Jean-Hervé Lorenzi, qui a accueilli beaucoup de chefs d'entreprise ici à Aix. Et ces entreprises, vous prenez l'ex-Lyonnaise des Eaux, maintenant devenue Suez puis Veolia, a installé l'eau potable dans toutes les capitales du monde, sauf le Pakistan. Qui le sait? Personne. On a Thales qui a racheté Gemalto, qui, la carte SIM, la carte, les GSM, nous avons inventé cette norme-là. Qui le sait? Personne. Moi, j'habite à Montauban, je ne suis pas loin de Toulouse. Tout à l'heure, vous avez entendu Guillaume Faury pour Airbus. Quand je vois à chaque fois les Beluga ou les Airbus décoller, je me dis ça, c'est de l'ingénierie, c'est du génie européen qui est capable de transformer une invention en économie. Et bien, c'est ça qu'il nous reste à faire. Et je pense que le plan de relance, puisqu'il faut trouver une réponse, il faut qu'on arrive à retrouver cette fierté qui constitue une force d'entraînement d'une puissance infinie. C'est pas de l'argent, c'est quelque chose, un moteur qui peut ressouder la société. Alors, personnellement, je pense que ça passe beaucoup par les techniciens, les ingénieurs, les chercheurs, les docteurs, vous les appelez comme vous voulez, les scientifiques, qui doivent être remis
Je ne sais pas s'il faut appeler ça la République des ingénieurs ou des scientifiques, cher Jean-Hervé, mais en tout cas, il faut que cette composante-là, qui fait partie de notre histoire, puisse redevenir notre histoire. Et qu'on ne se saborde pas soi-même. Donc le plan de relance, pour moi, il devrait avoir 5 secteurs clés, que sont les transports, l'énergie, la santé, l'agriculture, évidemment, le numérique ou le quantique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, et se concentrer là-dessus. Aujourd'hui, ce plan de relance, il a 113 mesures qui vont des bornes de recharge électrique, mais à moitié faites, à la replantation de haies. Non, ce n'est pas avec ça qu'on va créer un effet d'entraînement. L'État n'est pas là pour faire à la place des entreprises, mais il est là pour créer cet effet d'entraînement quand l'entraînement patine un peu. Donc, 5 secteurs clés qui doivent concentrer toute notre attention et qui doivent nous permettre de retrouver cette fierté. On a entendu beaucoup d'entreprises ici à Aix. Moi, je pense que des histoires, alors si on utilise un vocable anglais, le storytelling, il faut que nous le portions tous autour de cette fantastique aventure humaine. Encore une fois, je pense que l'esprit humain étant infini, on a une capacité de créer qui est infinie. Eh bien, c'est ça qui, à mon avis, devrait redevenir pour l'élection présidentielle de 2022, en tout cas un débat. Je ne sais pas si ce sera un débat, je ne sais pas si ça emportera la mise, mais en tout cas, moi, je militerai pour ça. Merci à vous. Merci Valérie Rabault, qui est, mesdames et messieurs, je vous le dis, la seule présidente de groupe à l'Assemblée française depuis la Révolution. Véronique Fayet, je me tourne vers vous. Je le disais, vous êtes une militante, vous êtes présidente du Secours catholique. Pour réparer la France, il faut, j'utilise vos mots, travailler aussi sur le plancher social, c'est-à-dire le système d'aide et de sécurité qui permet à tous nos concitoyens d'avoir une part dans la vie collective. C'est votre plaidoyer cet après-midi. Oui, merci. Oui, je vais parler en essayant, de manière très modeste, de porter la voix des personnes les plus pauvres dans la société française. Pratiquement, on ne sait pas encore, l'INSEE n'a pas donné de chiffres, mais on est sans doute pas loin de 10 millions, c'est-à-dire presque 15% de la population, qui vit sous le seuil de pauvreté. 8 millions sans doute qui dépendent des distributions alimentaires, donc on est dans des chiffres assez terribles, qui ne disent pas tout, parce que la question monétaire ne dit pas tout. La pauvreté, c'est surtout l'isolement. La pauvreté isole. Quand vous êtes pauvre, vous n'avez plus d'amis. Vous ne pouvez plus voir votre famille parce que soit vous n'avez pas les moyens de vous déplacer, soit vous n'osez pas les recevoir chez vous parce que votre logement est minable. Vous n'avez pas les relations sociales que donne le travail. Voilà. Donc la pauvreté isole. Donc il faut peut-être en une minute s'interroger sur que veut dire faire société ensemble. Il s'agit de réparer la société. Qu'est-ce que ça veut dire faire société ensemble ? Et s'interroger, je serai dans la suite de ce qu'a dit Valérie Rabault, sur la notion de progrès. Alors le progrès scientifique et technique, c'est important. Ce que je dis n'est pas contraire, pas du tout. Mais il faut aussi redéfinir le progrès social et humain. Et le progrès social, ça passe par la fraternité. Redonner le goût de l'autre. Parce qu'au fond, le sens de la vie, c'est quoi ? C'est pas d'avoir une Rolex à 50 ans, c'est pas ça la réussite dans la vie. C'est d'avoir des relations saines et apaisées avec soi-même, avec les autres, avec la création, être considéré. Et donc c'est vraiment le lien fraternel qui donne le goût de la vie, qui donne le sens de la vie. Et donc ce qui est important pour reconstruire la société, je pense, c'est de recréer des liens. Et des liens pour se sentir protégé. Je peux compter sur la société, sur les autres quand j'ai un accident de la vie, et des liens aussi qui fait que l'on contribue à la société. Je compte pour quelqu'un, j'apporte ma pierre, je suis utile. Et ces deux mots, contribuer et être protégé, ils nous ont été dictés par un groupe de personnes en très grande précarité avec qui nous avons travaillé sur la protection sociale. C'est quoi pour vous la protection sociale de demain ? On a fait réfléchir les gens là-dessus. Et ils nous ont dit, oui, on veut être protégé, mais
on veut surtout contribuer. On en a marre d'être traité d'assistés, de feignants et de profiteurs. Donc voilà, cette question du lien est centrale. Et donc il faudra oser aussi dans cette prochaine campagne présidentielle parler de davantage de liens, plus de liens et moins de biens, donc parler de sobriété. Alors un des éléments de ce contrat social, de cette capacité à faire société ensemble, c'est qu'on ait un plancher social, effectivement. On a beaucoup parlé ces jours-ci d'un plafond écologique. C'est sûr qu'on ne peut plus déplacer 2, 3, 4 planètes par habitant et par an. Ce n'est plus possible. Et donc là, le progrès scientifique et technique peut aider à se tenir dans des limites raisonnables. Mais nous, ce qu'on porte aussi avec beaucoup d'associations et avec les personnes en situation de pauvreté, c'est l'idée d'un plancher social. Donc en France, ça doit être un revenu de base, un revenu minimum de dignité. Ce n'est pas un revenu universel, hein. C'est un revenu minimum de dignité qui pourrait faire face à tous les accidents de la vie, entre guillemets, quand je suis âgée, trop âgée, et que j'ai besoin de vivre dignement, que je suis porteuse d'un handicap, que je suis privée d'emploi durablement, que j'ai un accident de la vie, etc. Toutes ces situations où on a besoin d'être protégé et d'avoir un revenu digne, un revenu qui soit automatique. Aujourd'hui, 30% des gens qui devraient toucher le RSA ne le touchent pas. Ils ne le demandent plus, ou alors ça a été coupé, ou alors c'est trop compliqué à faire. Donc il y a un droit qui existe, mais il y a 30% de non-recours. Donc, ayons un contrat de confiance avec les plus pauvres. Vous êtes dans une situation difficile, on vous assure une protection. Et le contrat de confiance, il existe quand vous payez l'ISF ou aujourd'hui l'IFI. C'est déclaratif, on vous fait confiance. Après, il y a tous les contrôles qui vont bien pour les fraudeurs. Soit, pour le RSA, on ne vous fait pas confiance. On vous demande de prouver que vous êtes vraiment très très pauvre. Voilà. Donc ce contrat de confiance, il doit exister à tous les niveaux de la société. Donc un revenu qui soit automatique, un revenu qui soit suffisamment important. Aujourd'hui, 500 € par mois pour une personne seule, ce n'est pas digne. Et nous nous appuyons beaucoup sur les travaux d'Esther Duflo, qui a prouvé que plus on aide les gens, avec un accompagnement qui va bien, etc., plus on leur fait confiance, et plus vite ils retrouvent un travail, une activité, ou plus vite ils créent leur entreprise, etc. Et en France, on a l'idéologie inverse, c'est-à-dire plus on aide les gens, plus ils sont feignants, plus ils restent dans leur canapé, et plus ça coûte cher, plus ça coûte un pognon de dingue à la société. Voilà. Et enfin, les jeunes, donc ça, je remercie vraiment le Cercle des économistes d'avoir soutenu la demande des associations qui disent depuis des mois et des mois il faut que les jeunes aient accès à un revenu minimum et à un accompagnement renforcé vers, évidemment, la qualification et le travail. Alors nous, associations, quand on dit ça, on peut être traité de bisounours. Quand c'est le Cercle des économistes qui met ça dans ses 10 propositions pour sortir de la crise, là, tout de suite, on se sent mieux. Et j'espère que Madame Borne, ce matin, a bien écouté le message. Merci Véronique Fayet. Nous, on sait bien que Jean-Hervé Lorenzi est un bisounours, mais on ne dira pas trop fort. Pierre-André de Chalandard, je me tourne vers vous, patron de Saint-Gobain. Quand on parle de réparer la société, en France, on se tourne spontanément plutôt vers l'État. C'est lui qui nous semble être le garant de la reconstruction du lien social. Selon vous, est-ce à l'État d'agir? Et si oui, avec quels outils? Alors moi, je voudrais d'abord dire que l'intervention immédiate de l'État pendant cette crise sanitaire, elle a été extrêmement efficace. Il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi ici, mais je crois que l'économie et l'emploi ont été majoritairement préservés. Et je pense sincèrement, quand on regarde nos voisins européens ou même le reste du monde, la France n'a pas à rougir de son action. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait dans une France qui, une nouvelle fois, fait face à un vrai paradoxe qui a déjà été un peu abordé par Françoise tout à l'heure. Parce qu'on a d'un côté un élan formidable, un enthousiasme réel au moment de la reprise et des réouvertures, qui se traduit par un boom de la consommation. Et moi, j'ai déjà dit ça plusieurs fois de cette année, et je continue à dire que les prévisions de croissance vont continuer à être revues à la hausse. Et cet élan d'optimisme, il touche aussi l'entreprise. Les industriels qui confirment mois après mois leurs intentions d'investissement, le nombre de créations d'entreprises qui n'a jamais été aussi haut, ou encore les résultats, et ça c'est
plus encore frappant, des résultats très encourageants des baromètres de mesure de l'engagement des salariés qui n'ont jamais été aussi bons dans les entreprises. Mais en même temps, on sait que cette crise sanitaire, elle s'est greffée sur un terreau de pessimisme de la société française qui est caractérisé par de réelles fractures, tant sociales que territoriales, générationnelles ou politiques. La France est aujourd'hui un pays divisé et les Français sont depuis longtemps fracturés et pessimistes. L'archipel français, c'est vraiment aujourd'hui une réalité. Alors comment dépasser ces clivages et mettre à profit l'énergie vitale que l'on sent aujourd'hui pour essayer, puisque c'est la question qui est posée, de réparer ensemble la société? Alors je vais répondre vue de ma fenêtre, qui est celle d'un dirigeant d'entreprise. Pour moi, les priorités sont assez claires. Je crois qu'elles ont été égrenées au cours des 2 derniers jours. Réparer les fractures territoriales et sociales, ça passe d'abord par la réindustrialisation de la France, une réindustrialisation par l'innovation et en se projetant vers le futur. Réindustrialiser parce que c'est dans les territoires que sont les usines. Et les usines qui sont capables d'offrir des emplois salariés mieux payés, source d'exploitation et donc de souveraineté retrouvée. Mais en misant sur l'innovation pour accompagner la double transition énergétique et numérique qui sont accélérées par la crise et qui sont source de formidables opportunités. Réparer les fractures territoriales et sociales, c'est aussi s'attaquer à nos modes d'urbanisation pour réparer la ville, qui est aujourd'hui une source d'inégalité sociale et le lieu principal de contribution des émissions de CO2. Réparer les fractures générationnelles, c'est investir massivement dans la jeunesse, son éducation et sa formation, en diminuant le poids que font porter sur elle nos retraités. Donc la question, pour moi, ce n'est pas vraiment ces priorités qui sont claires, mais c'est la méthode. Comment on fait alors qu'on est recordman du montant des dépenses publiques dans le monde, on est recordman des prélèvements obligatoires et qu'on doit absolument améliorer la compétitivité des entreprises, la France étant le seul pays de l'Union européenne à connaître un déficit massif de son commerce extérieur. On ne peut pas se contenter des vieilles recettes en augmentant encore les dépenses publiques. Je crois qu'il faut repenser la place de l'État dans la société. Et pour moi, l'enjeu, ce n'est pas de faire plus d'État, mais mieux d'État et pour moins cher, en poursuivant à la fois la baisse des impôts et des charges sur nos entreprises, et en même temps en investissant. Et surtout, je crois, pour faire ça, qu'il y a un vrai sujet de management de la sphère publique auquel il faut s'attaquer. Beaucoup de grandes entreprises ont compris que leur prospérité dépend aujourd'hui de leur agilité. Elles ont entrepris de puissants mouvements de décentralisation et de responsabilisation du terrain. Nous l'avons fait chez Saint-Gobain il y a 2 ans et je suis impressionné par les énergies ainsi libérées en ayant supprimé toute une série de strates intermédiaires. On ne l'a pas fait pour traverser la crise, mais dans la crise, ça a été diablement efficace. Et je crois aujourd'hui fondamentalement que l'État et la sphère publique auraient à gagner à s'inspirer de ces modèles. On ne peut pas espérer gérer le pays sans prendre en compte la singularité des situations locales et régionales. La centralisation jacobine a été un formidable instrument d'unification du pays, mais il s'agit maintenant de mobiliser les énergies et clairement l'uniformisation des solutions, ça ne le permet pas. Il faut plus d'expérimentation, moins d'expertise hors sol, plus de responsabilité et moins d'obéissance. En fait, il faut moins de chefs et des chefs mieux coordonnés. Et donc un profond mouvement de clarification des responsabilités et de réelle décentralisation de la sphère publique pour permettre d'expérimenter et de coller à des réalités de terrain différentes d'un territoire à l'autre. Alors ce n'est pas facile à faire, on a essayé à plusieurs reprises et on n'a pas réussi, mais je crois qu'on n'a pas le choix. La crise l'a mis en lumière de manière particulièrement aiguë dans le domaine de la santé, on le sait aussi depuis longtemps dans l'éducation, où le déclassement de notre pays est dramatique. Il faut maintenant passer à l'acte, vite et sans trembler. Comme disait Napoléon, on ne change et on ne réforme pas les États avec une conduite molle. Je suis convaincu que c'est une condition pour réparer la société française. Merci à vous, Pierre-André. Flora Ghebali, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes présidente et fondatrice de l'agence Coalition. Coalition, c'est vrai que justement, réparer la société, c'est forcément parvenir à mettre ensemble des groupes d'intérêts différents au service d'un but commun. Oui, alors tout à fait. Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil.
Je crois que réparer la société, c'est conduire la transition écologique et sociale. Et j'ai été ravie de voir depuis vendredi, parce que c'était mes premières rencontres économiques, j'ai été ravie de voir qu'on était à peu près collectivement alignés là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, conduire la transition écologique et sociale, qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait ? La transition, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Sur le point de vue écologique, elle a eu des phases, différentes phases. La première, on peut dire qu'elle démarre dans les années 70, c'est la phase du déni. Les premiers rapports scientifiques montrent les réalités, mais les sociétés ne veulent pas l'entendre. La deuxième phase, elle arrive vers les années 2000, c'est l'ère du symbole. C'est ce qu'on appelle aussi l'ère du greenwashing, c'est-à-dire que les responsables marketing s'emparent de la question. En tout cas pour la partie entreprise, d'un point de vue public, on fait des grands sommets, des grandes déclarations, mais les actions derrière peinent à suivre. Et alors, heureusement, dans le malheur de la crise sanitaire, j'ai l'impression qu'on est arrivé vers la troisième phase. Et cette troisième phase, c'est ce que j'encourage de mes voeux au quotidien, qui est la phase des coalitions. Alors, les coalitions, parlons-en. Moi, je suis toute jeune, je suis une piou-piou des rencontres, j'ai l'impression. Mais j'ai eu la chance de remarquer que d'un monde à l'autre, il y avait des silos qui ne communiquaient pas et qui ne voulaient pas travailler ensemble. Très concrètement, quand j'étais étudiante, je voulais avoir de l'impact, transformer la société. Alors on m'a dit c'est très simple. D'un côté, il y a l'intérêt général, c'est le public et le politique. De l'autre, il y a les intérêts privés et le profit, c'est les entreprises. J'ai dit ah d'accord, je ne savais pas que c'était aussi binaire, mais allons côté politique. J'ai démarré par le militantisme associatif et politique, mais j'ai fait plutôt l'expérience de l'impuissance parce que je ne crois pas que ce soit en critiquant un modèle qu'on parvient à le transformer. Donc je suis allée plus haut, à l'endroit où était le pouvoir. Je suis même entrée à l'Élysée où j'ai été en cabinet présidentiel, alors pas celui-là, un autre, pendant 2 ans. Et même là, je me suis dit, waouh, les réformes structurelles d'ampleur, c'est trop long, c'est trop macro, c'est pas concret et surtout, c'est pas aligné à l'urgence écologique et sociale qu'on traverse. Et après, un peu par hasard, je me suis mis à aider des entreprises, notamment du CAC 40, à financer de l'entrepreneuriat écologique et social. Et là, je me suis dit, mais elles sont formidables, ces entreprises. Non seulement elles ont de l'argent, elles ont envie, elles sont agiles, parce que dans l'État, je n'avais pas vu ça. Elles ont, excusez-moi, c'est expérience personnelle, mais elles ont envie, elles y vont, et en plus, elles ont intérêt à le faire. Elles ont intérêt à le faire pour leur performance, mais elles ont même intérêt à le faire pour leur propre survie. Et donc, je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est qu'on est dans un monde de sprinters. La question, c'est qui court le plus vite, qui va le plus loin, qui gagne le plus d'argent, concrètement. Alors qu'en fait, on devrait être dans un monde de course de relais. Dans une course de relais, l'objectif, c'est pas de courir le plus vite possible, c'est de bien récupérer et de bien redonner. Si on récupère mal, si on fait tomber le relais, on a perdu la course collectivement. Et réparer la société, j'en viens à la deuxième partie, ensemble, c'est exactement ça. Et ça, c'est le concept des coalitions. Le concept, c'est qu'on n'est pas responsable, moi individuellement, je ne suis pas responsable de changer le monde, mais je suis responsable de ma consommation personnelle, par exemple. Une entreprise, elle n'est pas responsable de changer le monde, peut-être pas, encore que, mais elle est responsable de ses émissions, de son impact positif. Et en fait, si on se réaligne dans cette course de relais, si on se réaligne dans ces coalitions et que chacun retrouve son bon rôle, on peut faire des progrès considérables. Et on le voit, Madame la Ministre, sur la question des violences faites aux femmes et de l'égalité femmes-hommes. On le voit, parlons-en, sur la question des diversités. C'est le seul moyen de faire des progrès. On n'y est pas encore. Et on le voit sur tout un tas de sujets. On peut revenir sur la coopération internationale. On le voit sur tout un tas de sujets. Donc je suis ravie ici d'être au sein d'une coalition d'idées qui est formidable et qui m'a beaucoup enrichi ces 3 derniers jours. J'appelle de mes voeux désormais une coalition d'action où on sait chacun à notre manière, avec nos compétences, faire ce qu'on peut pour la transformation et la transition. Alors je vous ai parlé de 5 phases de transition, j'en ai cité que 3. La 4e, c'est celle dans laquelle on vient, qui sera celle de la sobriété. Alors certains parleront de décroissance, même de renoncement. Je pense qu'avec une sobriété sensée, on réussira déjà à bien se réaligner. Et alors, bonne nouvelle, la 5e est celle de la régénérescence et du monde de demain.
Merci Flora. On arrive au terme de notre tour de table avec vous, Madame la Ministre. Elisabeth Moreno, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et de l'égalité de façon plus générale, j'allais dire plus large. Quand j'étais jeune, il y a quand même un petit moment, l'honnêteté m'oblige à vous le dire, c'était il y a une quarantaine d'années, on imaginait que sur les sujets qui sont les vôtres, l'égalité entre les femmes et les hommes, la discrimination entre les personnes d'origine différentes, on allait forcément vers le mieux. Et que, quand j'avais 20 ans, disons que j'aurais pu me projeter 30 ou 40 ans plus tard, je n'aurais pas eu de doute sur le fait que nous aurions résolu ces fractures-là. C'est pas vrai. Pourquoi ? Vous êtes encore jeune, mais malheureusement, on n'est pas encore arrivé à une véritable égalité, il faut le constater. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravie de vous retrouver, que ce soit dans la salle ou ici, où Jean-Hervé me disait les 100 000 personnes qui sont connectées de par le monde. Mais je suis sûre que tu exagères un peu. Ou peut-être pas. Alors, je voudrais vous dire que cette semaine, il y a eu 2 événements d'envergure internationale en France. On peut en être fier. Le premier, c'est les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et puis le deuxième, c'est la génération égalité. Et la jeunesse a été très fortement présente dans ces 2 événements. Et sur le forum Génération Égalité qui vient de se terminer à Paris, j'ai retenu un message très clair. Il est temps, plus que temps, d'agir concrètement pour l'égalité réelle et concrète. Et j'ajouterai à cela la fraternité, parce que je crois que l'un et l'autre vont de pair. Et si nous voulons véritablement réparer la société française ensemble, c'est-à-dire État, collectivités locales et territoriales, entreprises, associations et citoyens, il me semble tout à fait indispensable de nous rappeler ce que dit notre devise républicaine. Parce que je crois vraiment qu'elle porte en elle tous les idéaux dont nous avons besoin pour reconstruire notre pays qui a été fragilisé, voire même fracturé par les défis sociétaux, économiques, écologiques et tout cela ne date pas d'hier, évidemment, mais ça a été fortement exacerbé par la crise sanitaire qui est à la fois brutale et très tenace. Et cette crise semble laisser peu de place à l'optimisme ou encore à l'espoir, mais pourtant, Desmond Tutu, qui est le prix Nobel de la paix en 1984, disait qu'en temps de crise, l'heure n'est pas seulement à l'inquiétude et aux angoisses. La crise est aussi une occasion, une chance à saisir pour mieux faire, pour faire différemment. Et il est temps, je le crois, de redoubler notre combativité pour revitaliser nos valeurs républicaines et leur donner du sens en embarquant tous les citoyens et toutes les citoyennes de notre pays. Quand je dis ça, quand je dis toutes les citoyennes et tous les citoyens de notre pays, je veux dire indépendamment de leur genre, de leur classe sociale ou de leur origine réelle ou supposée. Et je dis ça parce que la crise sanitaire a jeté une lumière vraiment très crue sur les inégalités qui se sont accrues dans notre pays ces dernières années. Et ces inégalités sont, j'en suis sûre, à la racine des enjeux auxquels notre société est confrontée. Elles ont non seulement, et on paye, ça a été dit tout à l'heure, on en paye un prix politique, on l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec le taux d'abstention record lors des dernières élections régionales et départementales, mais elles ont aussi un coût pour notre démocratie, pour notre délitement de la cohésion nationale, et elles ont aussi un coût économique et social. De nombreux économistes que vous avez entendus depuis ces 3 derniers jours ont mis le doigt sur l'explosion des inégalités de revenus et la précarisation croissante qui a été observée ces dernières décennies sur les plus bas salaires et sur les classes moyennes. Et dans un pays comme le nôtre, ces inégalités qui sont réelles ou parfois ressenties sont devenues tout à fait insupportables. Peut-être en particulier parce que nous aimons la notion d'égalité et donc nous sommes indignés et nous ne voulons pas qu'elle brise notre démocratie, que ce soit de l'intérieur ou à l'extérieur. Et parce qu'aujourd'hui, nombreux de nos concitoyens ont perdu cette notion d'égalité ou de fraternité, parce que nombreux d'entre eux n'y croient plus, il est plus que temps que nous redonnons confiance à notre jeunesse, que nous redonnions de la place aux femmes de notre pays qui sont payées 25% de moins que les hommes alors même qu'elles font le même
travail que nous redonnons confiance à cette diversité qui fait partie de la pluralité française. Et je suis convaincue, comme le disait Frantz Fanon, que chaque génération a ses propres batailles à mener, et c'est à nous de choisir les batailles que nous voulons mener pour faire en sorte que notre pays ne se fracture pas, mais pour nous battre ensemble pour le rendre libre, juste, égalitaire et fraternel. Merci. Merci Elisabeth Moreno. Quelques mots, question pour nos deux femmes politiques. Quand on a 80% d'abstention à une élection, est-ce qu'on peut compter sur les citoyens pour réparer la société? Est-ce que ce n'est pas un symptôme de désengagement? De ce point de vue, il y a d'ailleurs une contradiction avec ce que disait Pierre-André, on l'entendra tout à l'heure, qui lui constate un surcroît d'engagement, mais dans l'entreprise. Comment faire pour remobiliser autour des thèmes que vous avez l'une et l'autre développés, alors que lorsqu'on propose aux gens de voter, dans une élection certes particulière, qu'ils ne connaissent peut-être pas très bien, ils ne se déplacent pas? Vous savez, je crois que quand vous êtes un enfant d'ouvrier et que vous savez qu'il faut 6 générations pour que vous espériez devenir cadre, vous n'avez plus envie d'y croire. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé d'inégalité, de lutte contre les discriminations, parce que c'est une volonté forte du président de la République, simplement parce que si on a l'impression de ne pas être correctement représenté, de ne pas être entendu dans notre souffrance, dans nos espoirs de devenir quelqu'un, moi je suis parent, tout ce à quoi j'aspire, c'est que mes enfants aient une meilleure vie que la mienne. Donc je suis convaincue que si nous redonnons confiance aux Français, si nous parvenons à créer un projet commun, qui embarque tout le monde, mais pas seulement les 10% de la population française qui ont la chance de bien s'en sortir, eh bien nous arriverons à redonner confiance dans notre démocratie, nous arriverons à réembarquer l'ensemble de la société parce qu'elle se sentira impliquée. Parce que nous, État, nous avons des devoirs, mais chaque citoyen a aussi des devoirs et des responsabilités. Et c'est réenchanter notre société que de construire un projet commun dans lequel tout le monde aura envie de s'investir. Valérie Rabault, sur le même sujet. Alors, je pense, bon, certes, il y a eu beaucoup d'indifférence lors de cette élection, mais il y a quand même des discussions passionnées et passionnantes, et je persiste à penser que le peuple français reste très politisé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des débats qui sont assez vifs. Maintenant, comment on fait pour que chacun et chacune y participe? Parce que c'est quand même l'enjeu de notre démocratie. Je pense que dans la sphère politique, depuis 15-20 ans, on utilise un jargon qui est incompréhensible, qui ne donne pas envie. Les choses, il faut les appeler par leur nom. Quand on vous dit on augmente les impôts, on dit on élargit l'impôt. Enfin, moi, élargir, je ne sais pas ce que ça veut dire. Soit on augmente, soit on baisse les impôts. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses qui devient insupportable. Il faut arriver à parler sujet, verbe, complément, qu'il se conçoit bien, s'énonce clairement. Vous dites comme vous voulez. Mais on a basculé dans une sphère politique dont on ne comprend plus ce qu'elle dit. Bon, vous allez me dire, j'ai qu'à commencer par moi. Bah oui, non, mais il faut toujours commencer par soi, évidemment. Mais ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que le langage politique n'est plus le langage qui existe dans notre pays. Donc je pense que ça, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, mais qui est absolument indispensable. Et puis, quand on veut participer à un projet commun, cette adhésion, elle est passée par le progrès dans les années 60-70 et ça a permis les 30 Glorieuses. Moi, je pense que le progrès, ce n'est pas une notion has-been. Et je remets, alors vous allez me dire que je radote, mais je maintiens que le levier scientifique, technologique, technique, mais avec des histoires, pas juste, je vous parlais de l'eau tout à l'heure, je vous parlais de la carte SIM, je vous parlais des avions, enfin il y aurait beaucoup de sujets. Les frigos qui ont été, les vieux frigos, quand le plastique est traité par Veolia, et c'est Thales qui fabrique des cartes SIM à partir de vieux frigos. Tout ça, il y a des histoires fantastiques à raconter qui montrent que chacun, comme l'a dit Madame la Ministre, peut être partie prenante, ou la course de relais qui a été évoquée tout à l'heure, chacun peut être partie prenante, mais il faut que ce soit porté, que ce soit dit, et je regrette ce qui ressort, l'écho qui peut sortir du débat politique, y compris celui qui existe à l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui malheureusement pas celui-là.
Merci Valérie. Pierre-André, vous qui voyez les choses dans votre univers, vous constatez moi, sur vos sismographes, c'est différent. Moi, je suis pas politique, mais d'abord dans les entreprises, je pense que les jeunes et partout, il y a une recherche de sens très très forte. Et que dans cette dernière année, les élans de solidarité qu'on a vus partout dans les entreprises, mais on les a vus au-delà des entreprises, et puis la transition écologique que vivent beaucoup d'entreprises, ça contribue à donner du sens. Alors moi, j'ai quand même une analyse qui vaut ce qu'elle vaut sur les dernières élections. C'est que d'abord, on a réélu les sortants. Donc ça veut dire que les gens qu'on connaissait, qui ont fait bon boulot, et on a voté pour eux. Et la deuxième chose, c'est que je suis optimiste. Je suis pas sûr qu'il va y avoir des abstentions massives l'année prochaine. Je pense je suis pas sûr même qu'elle sera plus faible que l'année dernière. Mais là, honnêtement, et c'est un peu ce que j'ai dit, les gens ne comprennent pas pourquoi il fallait voter, à quoi ça correspond. Quel est aujourd'hui dans la salle, si on demande exactement sur des tas de sujets, le rôle des régions, des départements. Hein, on ne sait pas, c'est trop compliqué, il y a trop de chefs partout, on ne sait pas, il faut simplifier l'organisation administrative de la France. Flora Gebali, recherche de sens, et c'est vrai qu'on la voit chez les jeunes, dans leur entreprise, dans leur travail. Chercher du sens, c'est aller vers l'autre. Oui, tout à fait, mais pour rebondir sur la partie politique, moi je crois que... Peut-être qu'on ne sait pas ce que font les régions, mais 2 sur 10 seulement d'entre nous se sont mobilisés. Donc je crois que clairement la politique a atteint ses limites, que ça fait des années que c'est le cas, que notre régime institutionnel est à bout de souffle, que ça fait des années que c'est le cas. En fait, quand on va sur le terrain aujourd'hui, on voit des innovations écologiques et sociales qui sont concurrencées par des services publics, au lieu d'être soutenues, au lieu d'être accompagnées, au lieu d'être financées. Parce qu'en fait, il y a un problème institutionnel qui est profond. Donc quand on parle de vision du progrès, moi je crois que les gens sur les vidéos de l'INA étaient moins d'accord que nous sommes d'accord aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être de gauche pour avoir une conscience de la transition écologique et sociale. Il ne faut pas être de droite pour vouloir un peu plus de libéralisme dans la façon dont les choses fonctionnent, notamment sur le terrain, quand on voit, vous le savez, Madame la Ministre, les associations concurrencées par des services publics, parfois même concurrencées par des entreprises. Et en fait, la solution au vivre ensemble, c'est de refonctionner ensemble, de remettre une vision de la responsabilité à tout à chacun. Et la perte de sens politique, elle est éminemment concentrée là-dedans. C'est qu'en fait, on ne sait pas à quoi servent nos élus, on ne sait pas qui sont nos représentants, ils ne nous représentent pas. Alors c'est peut-être, c'est pas un scoop, la première fois de ma vie, j'ai voté blanc au régional parce que je n'étais pas représentée. Et en fait, je suis la seule de ma bande d'amis à voter blanc pour la première fois parce que j'ai aucun ami qui vote. Mais ça, je suis surprise de voir que les politiques le découvrent en presque 2022, alors que j'ai eu le droit de vote en 2012. Merci. Allez, le mot de la fin à Véronique Fayet. Vous qui êtes à la tête justement d'une association, vous voyez des militants de tout âge. Les gens s'engagent pour la cause que vous défendez. Oui, effectivement, moi je suis assez optimiste quand je vois l'engagement et la générosité des gens, des jeunes, des gens de tous âges. Et quand je vois surtout le fourmillement d'initiatives sur le terrain. Moi, j'ai été élue locale aussi pendant très longtemps. Et j'ai toujours été frappée de la capacité d'innovation, d'engagement, d'initiative qu'il y a sur le terrain. Et du plafond de verre qui sépare cette intelligence du terrain et le national qui est resté très, très jacobin, très, très perché dans des idées de dispositifs généraux, etc. Et donc je crois que effectivement, c'est ce qui a été dit et qui nous réunit tous, c'est l'idée d'agir, de ne pas rester uniquement dans les discours, d'expérimenter, je crois que c'est vous qui l'avez dit, au niveau des territoires, de porter des coalitions, ça c'est indispensable. Voilà, donc tous ces mots-là, et je voulais juste donner l'exemple, j'aurais pas le temps de le développer, tant pis, mais des territoires zéro chômeur de longue durée. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc, voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale il y a 4 ans maintenant. On va expliquer en 2 mots ce que c'est. Hein. Voilà. On mobilise l'argent des indemnités, en principe versées à ceux qui n'ont pas d'emploi, pour les remettre au travail. Voilà, alors on transforme des dépenses passives en dépenses actives, mais surtout, on crée sur un micro-territoire une coalition avec les services de l'État, les entreprises, les artisans, voilà, les associations,
le syndicat d'initiative, le curé, enfin que sais-je, voilà, tous ces gens qui adorent leur territoire et qui veulent le faire revivre, et les chômeurs de longue durée. Ce qui est important et qui est une grande innovation, c'est qu'on part des chômeurs de longue durée. Au lieu d'essayer de les faire rentrer dans des boîtes et ça ne marche pas, on dit quelles sont vos souffrances, mais surtout quels sont vos projets, quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous avez envie d'exercer comme métier. Voilà. Et on fait l'ajustement autour de cette coalition locale entre les talents des chômeurs de longue durée et les besoins du territoire. Des besoins qui sont souvent des besoins de l'économie douce auprès des personnes âgées, auprès des personnes handicapées, des besoins de soins de la nature, etc. Et ça marche formidablement bien, à tel point que 60 territoires vont maintenant pouvoir se lancer dans cette expérimentation. Donc ce sont ces expérimentations locales qui partent des plus fragiles, qui sont sur un territoire bien déterminé, qui mobilisent une coalition locale, voilà, qui, à mon avis, sont des sujets d'avenir pour la société française, parce qu'en plus, dans ces coalitions se vit la fraternité. Merci à vous. Merci Véronique, vous avez admirablement conclu nos travaux. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis avec autant de passion. Et l'heure est venue de rendre l'antenne à Jean-Hervé Lorenzi et à Françoise Benamou pour les conclusions